Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JNT. Dans cette édition, nous allons revenir un peu sur le robotaxi avec deux technologies. Faire une mise au point essentielle, vous parler d'un nouveau modèle très intéressant et enfin évoquer le passé avec une auto très intéressante pour conclure avec un concept car qui, s'il n'a aucune utilité à ce jour, démontre un changement de stratégie assez surprenant chez un constructeur, mais pas déplaisant. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Bon journal. Pour commencer ce JMT, j'ai un coup de pouce à donner. Je précise que ce n'est pas une sponsor, mais juste une bouteille à la mer, pour une jeune femme qui essaye de faire son chemin dans la vie active. Dorian est ma nièce. Passionnée de dessin depuis son enfance, elle a choisi la voie du graphisme pour exprimer son talent. Faire passer un message par tous les moyens mis à sa disposition est essentiel pour beaucoup d'entreprises et d'organisations. Packaging, carte de visite ou site internet et bien plus sont les outils qu'elle utilise pour cela. Dessin, photos, choix des polices ou des couleurs ou toute forme d'image sont les supports de son travail. Avec son statut de freelance, elle cherche à percer aussi bien sur des projets ponctuels, comme par exemple un logo pour l'hôpital de Rennes, ou des illustrations d'étiquettes, d'émoticônes, etc. Mais en plus de cette activité d'indépendante, elle est à la recherche d'un poste en agence de communication, où elle pourra continuer à approfondir tous les aspects de son métier, tout en participant à des projets en équipe. Donc si vous avez connaissance d'un tel poste ou de besoins en communication qui pourraient correspondre à son style, n'hésitez pas à la contacter. Elle a son portfolio sur son site ainsi qu'un formulaire de contact que je vous mets en description. Merci d'avance pour elle. Autre petit message, grand merci à Florian, Didier, Michael et Auguste de m'avoir choisi comme parrain Tesla pour l'achat de leur voiture. Je vous rappelle qu'une fois la limite des 10 filleuls atteinte, je partagerai leur lien en remplacement du mien. Qu'ils n'oublient donc pas de me communiquer ces liens par mail afin que je puisse les mettre en avant. Et maintenant, place à votre journal. Pour ce premier sujet, nous allons revenir sur l'utilisation des batteries LFP encore une fois, et sur le health test. Loin de vouloir nourrir le drama, je vais plutôt rebondir sur une vidéo faite par un de mes confrères, et sur les informations qui m'ont été données depuis, afin de clarifier certaines choses. Et finalement, si cela débouche sur plus d'informations et de connaissances, personnellement, je trouve que c'est bien. Pour bien comprendre mon propos, nous allons faire un retour en arrière concernant le test lui-même. Lancé par le constructeur en 2022 en grande pompe, cette procédure de test prend deux formes, par l'application et dans la voiture. Dans l'application, il est possible de réaliser une procédure simplifiée en cas de souci en passant par le menu service. Le résultat donné est binaire, bon ou pas bon. Dans la voiture, Tesla nous a présenté les écrans, que je ne détaille pas ici, et a logiquement aiguisé les curiosités. Mettre un tel outil à disposition sans le bloquer pour un usage exclusif des équipes techniques implique forcément que la procédure fuira rapidement. Et bien entendu, c'est ce qui s'est passé. Des centaines, puis des milliers et des dizaines de milliers de tests ont été réalisés par des clients, et pas mal de youtubeurs. Et oui, ça faisait partie de la hype du moment. À cette époque, vu la couverture médiatique, je ne voyais pas l'intérêt de faire un contenu de plus sur le sujet, et d'ailleurs, je préférais ne pas le faire. Je trouvais que c'était trop putaclic. Bien entendu, il y a eu des soucis lorsque les conditions de test n'ont pas été respectées scrupuleusement par les utilisateurs, ou lorsque la voiture avait un problème sous-jacent. Dans la plupart des cas, les conséquences ont été minimes, voire nulles. Le test ne s'est tout simplement pas lancé. Il reste des cas où la voiture est restée bloquée, et les redémarrages n'ont rien donné. Donc une intervention du service center Tesla a été nécessaire. C'est un peu comme le cas d'un médicament qui a parfois des effets secondaires bénins et de très rares réactions graves. Cela ne remet pas en cause le médicament ou son utilité. Nous allons donc traiter le health test comme un médicament et faire la liste des bonnes pratiques, des indications et contre-indications. Premièrement, je précise que je ne préconise ce test que pour les modèles à batterie LFP, donc postérieure à fin 2021, équipée de batteries CATL ou BYD. En effet, le health test sur NMC ou NCA ne permet pas d'améliorer le calibrage du BMS. Cela ne donne qu'une indication de l'état de santé. Ce n'est pas dans ce but que j'utiliserai ce test sur ma voiture personnelle. Pour les autos plus anciennes, je vous invite à aller voir la procédure sur Wiki Tesla, qui n'est pas officielle.
D'ailleurs, si vous ne voulez pas faire le test automatisé, cette procédure fonctionne très bien aussi pour les batteries LFP. Deuxièmement, vous ne devez réaliser le test qu'après avoir scrupuleusement lu et compris les mises en garde du constructeur. Je sais bien qu'on ne lit jamais la notice des médicaments, mais on devrait avant de les prendre. Ensuite, si la procédure présente un dysfonctionnement, même le plus bénin, demandez à Tesla de contrôler l'auto et ne lancez pas le test. Il peut être judicieux de contrôler la tension de votre batterie de service, la 12 volts au plomb acide ou 16 volts lithium, puisque la grande majorité des soucis rencontrés vient de cet élément. Respectez les conditions requises, comme la température extérieure, la puissance, le type de recharge ou le niveau de charge de la batterie. Et enfin, soyez patient. Le test peut durer jusqu'à 48 heures et c'est bien précisé par tous les contenus que j'ai consultés. N'essayez pas de le faire sur une borne publique pendant un voyage par exemple, même si elle est en courant alternatif. En conclusion, oui, ce test est utile pour une batterie LFP et oui, il demande un peu de rigueur et de respect des procédures. Si Tesla ne souhaite pas que le client l'utilise, il est de leur responsabilité de le bloquer efficacement par une procédure imposant par exemple une connexion au matériel de diagnostic. Pour finir, je vais faire un mea culpa. Oui, parce qu'il y en a un quand même. Lorsque j'ai écrit le texte incriminé par mon collègue, j'ai oublié un point. Tout le monde n'a pas forcément la présence d'esprit de prendre son temps pour vérifier que toutes les conditions sont bien réunies pour un fonctionnement safe. N'ayant pas d'informations sur ces soucis au moment de l'écriture du script, je n'ai pas vu l'utilité de mettre, encore une fois, ces mises en garde. Comme je n'ai pas fait un tuto de ce système, et que ces mises en garde sont présentes chez Tesla, eh bien, je suis parti du principe que vous les connaissiez. D'ailleurs, tous les créateurs de contenu qui ont présenté la procédure avec enthousiasme à sa sortie ont également fait ces mises en garde. Donc pourquoi faire une redite, puisque pour réaliser le test, il vous aurait fallu, quoi qu'il arrive, passer par leur tuto et par la procédure Tesla. Donc oui, j'aurais pu mettre plus de mises en garde et finalement, c'est désormais chose faite, grâce à la remontée d'informations de plusieurs de mes abonnés. Je remercie particulièrement ici Mathias et Laurent, qui se reconnaîtront, mais aussi celui qui a fait la vidéo de mise en garde. Deuxièmement, la période de folie que je traverse m'empêche de suivre les commentaires et messages comme je le voudrais. Je jongle avec énormément d'interlocuteurs, et les journées n'ont que 24 heures. Ajoutez à cela la multiplicité des plateformes de messagerie et les bugs possibles comme les mises en spam, et vous comprendrez pourquoi je ne réponds parfois pas rapidement. Voire pas du tout si j'ai pas les messages. En conclusion, je vous annonce que j'utiliserai bien ce test sur ma Model Y, et ce, à minima, pour illustrer mes vidéos futures, mais aussi pour calibrer mon BMS, tout comme j'ai déjà fait des prises de compression sur des moteurs thermiques, ou flasher le BIOS dans mes ordinateurs. Ces procédures sont aussi safe si vous les faites avec rigueur, même s'il y a toujours un risque minime de rencontrer un problème, tout comme un risque minime de ne rien faire du tout. Rien n'est certain à 100%, et la faute à pas de chance arrive parfois. Libre à vous de faire ce que vous souhaitez, en votre âme et conscience. Voilà, pour moi cette affaire est close, et je veux qu'il soit clair que je n'en veux pas à mon collègue, qui au final m'aura donné l'occasion de me remettre en question, et de vous apporter plus que s'il n'était pas intervenu. Lutter contre la désinformation est un de mes dadas, vous le savez. Il est aujourd'hui une initiative à l'échelle mondiale qui pourrait bien nous donner une vision plus claire de l'expérience utilisateur de la voiture électrique. Et ce, grâce à nous tous. GEVA ou Global EV Alliance, c'est un nom qu'il faut retenir si vous vous intéressez à la mobilité électrique. Comme son nom l'indique, c'est une alliance mondiale autour du véhicule électrique. Elle est composée d'associations ou de fédérations d'utilisateurs de ces véhicules. Or, en ce moment, on entend un peu tout et n'importe quoi sur la satisfaction de ces mêmes utilisateurs. Les études ou articles à charge contre la voiture électrique sont légion, tout comme les sondages orientés financés par l'industrie des énergies fossiles. Afin d'y voir un peu plus clair et de recueillir des données de première main, GEVA a donc créé un sondage que vous trouverez en description. Je l'ai déjà rempli et il me semble pertinent tout en restant plutôt neutre dans ces questions. Et c'est bien cela qui compte. Lorsque TF1 recherche sur les réseaux sociaux des déçus de la voiture électrique pour illustrer un reportage à charge sans donner la voix à ceux qui sont satisfaits, ou lorsque des sondages mettent des questions orientées telles que « Envisageriez-vous une voiture électrique pour faire un grand trajet, le coût des recharges étant supérieur à un plein d'essence ?» Dans un tel cas, on obtient forcément des pourcentages et des présentations qui ne reflètent pas la réalité. Ne riez pas, hein, cette question a été réellement posée, et 65% des gens ont répondu que non. Les médias ont relayé l'information en disant que 65% des Français étaient contre la voiture électrique, sans plus de précision.
L'étude de GEVA est donc très importante pour permettre d'avoir une bonne idée de la réalité de la satisfaction des électromobilistes. Et pas que ceux qui adhèrent à une association. Voilà pourquoi je pense que relayer cette initiative est importante pour qu'un maximum de personnes s'expriment, militantes ou non. Je vous invite donc à remplir ce questionnaire rapide si vous avez une voiture électrique. Cela ne vous prendra que quelques minutes et vous pouvez le partager largement. Si mes collègues influenceurs de tout poil pouvaient en faire de même, ce ne serait que mieux. Donc je les invite à se joindre à moi pour partager ce sondage. Et c'est très important parce qu'en statistique, plus la base est large, plus les résultats sont fiables. Et là, c'est réellement l'enjeu. Un sondage avec 50 personnes prises au hasard dans la rue ou une étude sur plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, ça n'a forcément pas la même valeur. La fidélité d'une image est liée au nombre de pixels qui la composent, tout autant que la façon dont elle est faite. Essayons de donner une image en haute résolution afin d'avoir une réponse définitive à la question: les utilisateurs de voitures électriques sont-ils satisfaits ou non? Nous suivrons les résultats de cette étude sur le site de GEVA et je ne doute pas que nous en reparlerons bientôt. Je vous mets les liens en description. Fiat arrête la production de sa 500e. Voilà ce qu'on peut lire dans la presse. Au-delà du titre incomplet et accrocheur, ce qui arrive aux constructeurs italiens est très grave, mais pas du tout inattendu. L'arrêt de la production de la Fiat 500e est un coup de tonnerre, certes. Enfin, si on ne tient pas compte du contexte ou des informations complètes. Première chose à préciser, cette mise en pause de la production est temporaire. 4 semaines pour être précis. Deuxièmement, elle s'inscrit dans une stratégie d'uniformisation de Stellantis. En effet, la 500e est une vraie Fiat, pas une plateforme commune au groupe multinational. Elle est désormais assez ancienne et conçue sur des bases dépassées. Cellule poche NMC, architecture de bonne qualité, mais trop chère à produire, la voiture est certes bonne, mais trop coûteuse. Avec un prix de base supérieur à 30 000 € et des leasings plus onéreux que pour une Tesla Model Y de base, sa mévente n'est pas vraiment une surprise. Et c'est bien dommage. Toutes les qualités du monde ne peuvent rendre une auto désirable si elle est aussi décalée au niveau tarif. Fiat a misé sur une montée en gamme de sa 500 pour en faire une auto mode qui attirerait les clients mini par exemple. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Stellantis a proposé la 500e à des tarifs extrêmement alléchants en location au début. Mais maintenant que les parcs occasion sont pleins d'autos invendables car trop chers, le groupe rechigne à perdre beaucoup d'argent après avoir tenté de reporter l'échéance. Les propos de M. Tavares n'y changeront rien, tout comme ceux du communiqué de presse qui accuse une demande générale pour la voiture électrique en berne, ce qui est foncièrement faux. La demande est là, mais les constructeurs traditionnels peinent à produire des autos à des prix en accord avec la demande. Ce n'est pas du côté des clients qu'il faut mettre la faute, mais bien du côté des constructeurs et de leur inaction. Ceux qui ont compris cela se portent bien, malgré plusieurs mesures politiques dont les intentions sont claires. Soutenir à tout prix les constructeurs européens traditionnels face aux Chinois et à Tesla, qui, eux, proposent des autos plus proches de la demande. Supprimer les subventions comme l'Allemagne ou mettre en place des taxes comme l'Europe sont des manières de pénaliser les produits qui plaisent et qui ne sont pas des produits européens ou issus des constructeurs traditionnels. Or, ces actions ont eu un effet délétère sur la vente de ces derniers, plus que sur les autres. Les produits attractifs le sont devenus un peu moins, certes, mais ce sont les autres qui ont perdu encore plus de terrain. Pour revenir à Stellantis, la mise en pause de l'usine historique de Fiat est aussi une tentative pour mettre la pression sur le gouvernement italien. En effet, les autorités ont annoncé que les subventions européennes allouées au projet d'usine de batterie de Termoli leur sont retirées. La coentreprise automotive Cells Company, dont le constructeur est partie prenante, a annoncé reporter ses usines allemandes et italiennes pour se concentrer sur celle qui doit voir le jour en France. Encore une fois, l'excuse est la demande, mais avec un peu plus de nuances. ACC a en effet précisé se concentrer sur les chimies LFP, moins chères et plus adaptées à la production d'auto abordables. Tiens. Ce sont donc 233 millions d'euros qui passent sous le nez de Stellantis déjà en délicatesse avec le gouvernement italien, en raison de la volonté du constructeur de délocaliser la plupart des productions hors d'Europe de l'Ouest. Enfin, dernier développement et non des moindres, Carlos Tavares a fait une sortie surprenante. Il a annoncé être contre une révision de l'interdiction des voitures thermiques en 2035. Selon lui, à ce stade, ce serait préjudiciable aux constructeurs déjà engagés dans la transition. Je lui fais pas dire. C'est d'ailleurs surprenant pour un patron qui a signé un chèque de 100 millions d'euros pour la production des futures versions hybrides de la 500e.
En conclusion, on se demande où va Stellantis et l'alternance du meilleur comme du pire laisse à penser que son patron ne sait plus dans quelle direction aller. En tout cas pour le bénéfice de l'entreprise, hein. Ses gains personnels sont par contre bien entendu assurés. On le pressentait depuis quelque temps déjà, Tesla s'intéresse fortement à la recharge par induction. Le projet Garfield se dévoile peu à peu et les morceaux s'assemblent peu à peu pour nous donner une image globale qui fait comprendre où Elon Musk veut en venir. À ses débuts, Tesla avait surpris le monde avec l'étendue de son réseau de superchargeurs. On se posait souvent la question du nombre énorme de bornes pour seulement quelques recharges par jour, mais force est de constater que c'était judicieux, vu l'affluence actuelle. Si les recharges rapides ont été radicalement améliorées grâce à la technologie Tesla, les recharges à domicile ou à courant alternatif n'ont pas encore bénéficié de ces améliorations. Mais c'est en passe de changer. Au début de l'année, Tesla a en effet fait mouvement dans ce sens avec deux annonces. Premièrement, la présentation d'un brevet pour la recharge sans fil, et en second lieu, le rachat de Wiferion, start-up œuvrant dans le domaine de l'induction pour des applications légères et industrielles. Si on ne connaît pas exactement la technologie utilisée, le terme induction est à prendre avec des pincettes. Nous l'avions vu dans une vidéo que j'ai faite il y a quelque temps avec le concours de la société TESC. L'induction simple ne peut pas être une solution viable puisqu'elle demande une distance réduite entre l'émetteur et le récepteur. C'est donc vers l'induction dynamique que se tourne Tesla. Si ce terme regroupe plusieurs possibilités de fonctionnement, ce qu'il faut retenir est que la distance entre le chargeur et la voiture peut être augmentée sans perte de rendement. Les tests montrent une efficience de 90 à 97% en fonction des conditions et de la technologie. Voilà pour la partie électrique, mais Tesla a décidé de ne pas s'arrêter là. Cette technique de recharge a en effet un énorme intérêt pour le robotaxi, mais pas que. C'est Gizmodo China qui révèle une information issue d'une source qui s'est révélée fiable par le passé. Tesla serait en passe d'étendre la recharge par induction à plusieurs modèles de sa gamme, tout en ajoutant une fonction très intéressante. Le conducteur n'aurait qu'à s'approcher de la plaque émettrice, et c'est le logiciel de parking automatique qui prendrait le relais pour positionner la voiture idéalement. Plus de manœuvres à l'aveugle et un rendement amélioré sont des avantages évidents pour cette méthode. Reste une question intéressante à soulever. Dans quel délai Tesla sera-t-il en mesure de proposer le système à ses clients? Eh bien peut-être très vite. Une analyse du Cybertruck a révélé que les connecteurs sont déjà présents pour un rétrofit ultérieur, et certaines rumeurs attribuent au modèle Y Juniper cette même possibilité. Il est donc probable que la gamme Tesla risque d'évoluer sur le plan de la recharge, que ce soit au niveau du V2G ou de la recharge par induction. Espérons qu'on aura plus d'informations lors de la présentation du robotaxi. À suivre assurément. La cellule 4680 de Tesla a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi de sueur pour les ingénieurs chargés de la mettre en œuvre. Cette nécessaire période de développement a été émaillée de problèmes et de changements technologiques, mais aujourd'hui la production de masse semble être sur de bons rails. Le 5 juin 2024, Tesla a annoncé la production de 50 millions de cellules 4680. Il n'a fallu que 3 mois pour doubler ce chiffre, et c'est une très bonne nouvelle. Le niveau de production actuel est donc de 495 000 cellules par jour en moyenne sur le trimestre, du moins selon ces chiffres, soit de quoi produire un peu plus de 2570 Cybertrucks par semaine. Voilà qui laisse un peu de marge au constructeur qui sort 2000 pick-up par semaine dans son usine d'Austin. Pourtant, il y a fort à parier que la production actuelle de cellules a déjà largement dépassé ce chiffre, et Tesla doit disposer d'un stock plutôt conséquent. Mais pourquoi faire? Les modèles Y Roadrunner sont rares aux États-Unis et inexistants en Chine. Seule l'Europe en produit en masse à Berlin et utilise des batteries BYD Blade. Les usines allemandes et chinoises n'ont pas encore démarré la production des 4680, mais celles de CATL ou LG sont en cours de démarrage. Il devrait donc y avoir profusion de cellules 4680 sur le marché pour 2025, et je pense qu'elles trouveront preneur. En effet, si on n'a pas beaucoup d'informations sur le modèle Y Juniper, il est probable qu'elle utilisera ces cellules dans les versions haut de gamme. Une batterie de 95 kWh est teasée, ce qui semble être cohérent avec un tel choix. Deuxièmement, deux autres modèles auront besoin de ces cellules, les Semi et Cybercab. Disposer de cellules fiables à la bonne densité énergétique est essentiel pour ces modèles, tandis que la future compacte devrait se satisfaire de cellules LFP, sous la forme de BYD Blade ou de CATL en Chine. Reste à savoir ce que Tesla nous prépare, car les projets de l'entreprise sont flous à ce jour. L'usine mexicaine est en stand-by, tandis que Berlin patine un peu, faute à des oppositions d'organisation locales.
Encore une fois, c'est à Shanghai que Tesla évolue le plus rapidement, et c'est logique, puisque le pays est tout entier derrière ces entreprises. Pour les produits, ce sont certes les voitures que vise Tesla, mais aussi les futurs Powerwall et Powerpack qui demanderont énormément de cellules. Avec la politique de développement de la branche énergie de Tesla, il y a fort à parier qu'un nombre non négligeable de 4680 seront alloués à cet usage. Enfin, il reste un produit de masse futur où Tesla aura besoin de batterie. Optimus, le Tesla Bot. S'il est un produit en devenir, Elon Musk y croit énormément. Les développements actuels en termes d'IA et de batterie sont donc plus que probablement orientés aussi vers ce produit. Au final, le démarrage de la production de masse des 4680 peut sembler anecdotique, mais je pense que c'est une évolution décisive, tout comme le développement de cellules concurrentes afin d'assurer l'écosystème durable du futur. Et cela nous promet de belles années devant nous pour les informations et les vidéos. Sheriff Fais-moi peur, Bullet, Fast and Furious ou Death Proof ont tous un point commun. Ces films ou séries ont eu la Dodge Charger pour vedette. Ce muscle car américain est devenu une légende avant que son constructeur n'en fasse une berline sans saveur ni style. Mais ça, c'est du passé. La Dodge Charger est pour beaucoup d'aficionados l'archétype même du coupé surpuissant américain. Si la Ford Mustang est le coupé le plus emblématique de la culture américaine, la Dodge se place sur un autre marché. La Ford est en effet une pony, donc une compacte. Et la Dodge est plus vaste. Stellantis a décidé de faire revivre la mythique machine avec grand renfort de référence à l'histoire. La vidéo promotionnelle présentant les frères Dodge à leur début est une réussite, autant en termes de réalisation qu'en termes de storytelling. Bref, du super boulot marketing, dans le bon sens du terme, je précise cette fois. Hein. Niveau style, la voiture doit beaucoup à l'original des années 68 à 70, et c'est un choix plus que judicieux. On reconnaît la voiture au premier coup d'œil. Même la version 4 portes n'est pas empâtée comme l'étaient les versions précédentes. L'intérieur vaste et très bien conçu fait la part belle aux références du passé à nouveau, mais intègre parfaitement les technologies actuelles. Bon, vous l'avez compris, le style de cette auto est pour moi plus que réussi, comme l'ont été les Mustang ou Camaro depuis le début du siècle. Niveau mécanique, l'auto a également des atouts non négligeables. Si une version thermique pourrait être proposée avec un 6 en ligne, c'est la version 2 portes électriques qui est désormais configurable sur le site de Dodge. Deux finitions sont au programme. La première est appelée Charger RT et dispose de 496 chevaux dans sa version de base, mais surtout une version appelée Scat Pack aura 670 destriers répartis sur les 4 roues. Si la technologie lui assure une bonne adhérence, le constructeur a pensé à ceux qui aiment faire des trucs bruyants et dingues avec leur muscle car. Avec des modes track, mais aussi burnout ou dragster, je pense que certains vont bien s'amuser. Et le système de bruit à l'échappement simulé a ici tout son sens. La batterie de 100 kWh lui donne une bonne autonomie de 413 à 513 km en fonction des versions, mais elle est surtout assez puissante pour alimenter les moteurs. Résultat, un 0 à 100 en 3 secondes 3. Avec une architecture 400 volts, la puissance de recharge culmine à 183 kW. C'est peu, mais il faudra voir la courbe de charge pour se faire une idée des temps réels de charge. Finalement, cette Charger Daytona est une vraie bonne surprise. Son efficience et sa vitesse de charge en retrait sont secondaires en raison de la vocation de l'engin. Si elle s'avère aussi amusante et plaisante à conduire que ses glorieuses aînées, elle peut avoir un très beau succès, d'autant plus que ses prix ne sont pas excessifs sur ce marché. La RT débute à 60 000 $, tandis qu'il faudra en débourser 15 000 de plus pour la Scat Pack. Cela reste pourtant intéressant pour un fun que n'auront jamais les berlines les plus puissantes de Tesla. Et ça, ce n'est pas un mince exploit. Si j'en ai l'occasion, il est clair que j'adorerais en prendre le volant, tant j'aime ce genre de voiture. On reste aux États-Unis pour la rubrique Histoire avec une autre voiture légendaire, mais de chez GM cette fois. Enfin, légendaire est le mot, mais pas comme une Corvette. Elle est légendaire pour avoir été décriée et malmenée par le public après la publication du livre « Dangereuse à toutes les vitesses » de Ralph Nader. À l'époque, en croisade contre les constructeurs automobiles étrangers, Ralph Nader était un jeune avocat ambitieux qui tentait de faire son chemin dans les sphères politiques américaines. Malheureusement, General Motors était alors aux prises avec des soucis stratégiques et financiers et a fait les frais des attaques de ce monsieur. Désirant faire une auto concurrente aux japonaises qui commençaient à menacer le marché américain, le géant automobile avait lancé une voiture plus compacte, plus légère et plus proche des voitures japonaises
que des péniches qu'il produisait à l'époque. La Corvair. En ce début des années 60, le moteur en porte-à-faux arrière refroidi par air semblait une bonne idée. Son 6 cylindres à plat était certes peu puissant, mais il suffisait à emmener une caisse légère. La Corvair, pourtant, n'était pas très sûre en raison de sa répartition des masses axée sur l'arrière. Et comme les Dauphines, les Alpines ou les Porsche, rendaient la voiture difficile à diriger en cas de délestage de l'avant. Cette architecture avait pourtant un avantage. Lorsque GM a décidé de se lancer dans la propulsion électrique pour répondre aux futures lois sur la qualité de l'air, le travail n'en a été que plus simple. L'électrover est né en remplaçant simplement son moteur par une machine électrique asynchrone, dont la gestion était facilitée par l'avènement des semi-conducteurs. Pour la batterie, la chimie plomb-acier ne pouvait être une option valable, en raison de la densité énergétique faible de ce type de technologie. Ce sont donc deux packs de cellules zinc-argent qui prennent place dans la voiture. L'un dans le compartiment moteur, l'autre à l'avant, occupant l'ensemble du coffre original de la voiture. C'est peu pratique et la durée de vie de ces batteries n'était que de 100 cycles environ. Sans parler de leur coût exorbitant. GM en était conscient, mais la voiture a vu le jour sous forme de prototype de développement afin d'accumuler autant d'expérience que possible pour l'avenir. Ils se disaient que s'ils étaient prêts, l'arrivée d'une technologie de batterie future leur permettrait d'être les leaders du marché. On doit dire que sur la Corvair, GM a bien fait les choses, et moteur et batterie avaient déjà une gestion thermique, qui est un peu l'ancêtre de ce qu'on voit aujourd'hui. L'élan fut pourtant de courte durée et GM dut se consacrer à d'autres plans qui devaient contrer l'arrivée massive des voitures japonaises sur le sol américain dans les années 70. L'électrover restera donc un coup d'épée dans l'eau. Elle a été conçue en interne, mais la voiture électrique qui viendra plus tard, le V1, ne devra que peu de choses au bureau d'études GM, le constructeur ayant oublié de garder la mémoire. On l'a vu dans les sujets précédents, Stellantis ne sait plus trop à quel sein se vouer. Entre la Fiat 500 qui est un relatif échec et la Dodge Charger qui est bigrement intéressante, avoir recours au mythe du passé n'est pas facile à faire pour obtenir de bons résultats. Pour DS, marque qu'on aurait pensé attacher à l'histoire en raison même de son nom, la stratégie était différente. Faire table rase du passé et ne regarder que vers l'avenir. Or, cette stratégie a fait pchit, et même la Chine n'adhère pas à cette vision puisque les chiffres de vente sont en chute libre. Le nouveau concept car de la marque semble bien vouloir tenir compte de ce fait et vouloir amorcer un virage à 180 degrés. La Citroën SM était une sacrée voiture. Véritable super DS, son moteur Maserati et son confort de salon en faisaient une GT des plus singulières. Son aspect aussi était d'ailleurs singulier, mais pas dénué d'élégance. DS a décidé aujourd'hui de lui rendre hommage avec un nouveau concept car, la SM Tribute. Nulle mention de la mécanique ou de la technologie embarquée ici. La voiture est une étude de style, une maquette. Dès les premiers coups d'œil, on reconnaît la SM, même si l'allure générale ressemble à une caricature. Haute et courte, la voiture a perdu l'élégance latérale dont faisait preuve sa devancière, et les grandes roues font disproportionnées par rapport au reste. L'intérieur, ou du moins le rendu informatique qui nous a été présenté, est bien plus équilibré, tout en évoquant parfaitement sa devancière. Tout n'est pas pourtant à jeter dans ce concept car, qui présente des manières de traiter les surfaces de façon originale, mais surtout adaptée à la propulsion électrique. L'intégration des optiques dans une large bande, à la façon des verrières de la SM, est très heureuse, tout comme la bande de carrosserie évoquant les bas-volets des Citroën des années 70. Finalement, à y regarder de plus près, la SM Tribute 2DS est bien plus proche de l'esprit de sa devancière qu'on pourrait le penser. Elle dérange par des proportions étranges, mais ça a été aussi le cas des DS et SM en leur temps. La première a été même élue la voiture la plus moche du monde en 1955. On voit comment ça a évolué aujourd'hui. En conclusion, si la SM Tribute n'est pas vraiment une auto en devenir, elle porte les germes d'attributs stylistiques qu'on pourra retrouver dans les futures productions de la marque. Et sincèrement, cela redonnerait un peu de personnalité à DS. Espérons que le public répondra positivement à cette maquette pour inciter le constructeur à suivre dans cette voie. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, surtout sur sa forme actuelle, avec un peu moins d'illustrations, mais je n'ai eu que 2 jours pour réaliser cette vidéo. C'est 1 jour et demi de moins que d'habitude, mais vous verrez, je vais me rattraper bientôt, puisque la semaine prochaine sera une grande semaine pour la production de vidéos exceptionnelles pour le Choucroute de Garage. Il n'y aura pas de vidéo mercredi, peut-être un short vite fait, mais je n'aurai tout simplement pas le temps d'en réaliser une.
Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.